Allô, allô! Est-ce que tu peux nous enlever la musique, David, s'il te plaît? Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Bienvenue à cette soirée Les Mystères de la Quantique, notre spécial 6 ans Bistro Brain. Pour ceux qui ne savent pas, Bistro Brain, c'est un nom BNL dont on fête justement les 6 ans ce soir. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Alex Thibault, je suis directeur de Bistro Brain depuis déjà 1 an et demi. C'est un très grand plaisir, merci. Donc, pour l'occasion, vous avez préparé une petite présentation. Je ne sais pas si vous voulez la mettre en plein écran. David, s'il te plaît, la technique. Pour ceux qui ne savent pas, Bistro Brain, c'est quoi? Ben, c'est, dans le fond, les soirées de vulgarisation scientifique, durant lesquelles on reçoit des étudiants, des professeurs, qui font 4 présentations de 12 minutes de manière mémorable, engageante. On laisse faire le côté formel des congrès. On est là pour avoir du plaisir. Et des périodes de questions suivent chaque présentation d'une durée de 5 minutes. Donc, c'est vraiment l'occasion de créer un pont entre les universitaires et la population générale. Donc, pour vous en parler un peu plus, on a pas mal d'accomplissements. On va y aller avec une petite introduction, puis je vais me jeter à l'eau. Donc, je ne sais pas si je suis comme dans le chemin des gens ici. Là. Je sais qu'on a une table réservée à une présentation, là, mais je vais me mettre confortable. OK. Donc, ça s'appelle Historique et réalisation de Bistro Brain depuis 6 ans. Ça a commencé avec 2 personnes. Tout le monde me pose la question ce temps-ci, c'est-tu toi qui as parti ça? Ma réponse, c'est non. Mais on avait 2 personnes, une personne en droit, Philippe Normando, puis Alexandra Chapdelaine en sciences de santé, qui ont commencé ça à la capsule Bistro Cinéma, qui était sur la Wellington Sud en 2017. Et selon Facebook, il y avait une 19 participations, vraiment un gros lancement en fureur. On avait le retombé première année, 9 événements, 40 présentations, une équipe de 5 personnes, puis un budget de fonctionnement de 3 300 $. Ça a changé, on a rendu à peu près 54 000 environ. 2017-2018, on s'incorpore comme un organisme à but non lucratif en février. On a déjà des reconnaissances, on a gagné le défi de l'engagement étudiant. 2018-2019, ça avance vite, l'image de la vulgarisation. On a ici, monsieur, moi-même, avec une belle barbe potaillée qui est devant 3000 personnes au Capitole de Québec, qui en ce moment parle à la main de Stéphane Bureau pour le gala Force à venir. Donc, on a été finaliste dans la catégorie Société, Communication, Éducation. Donc, déjà, encore une fois, reconnu comme projet. Un changement de présidence, à ce moment-là, je reprends la présidence en janvier 2019 d'Alexandra Chapdelaine, qui s'implique ailleurs. Et on détermine des missions, une valeur, qui sont rendre accessible le savoir créé au sein des universités à travers la démocratie, le plaisir et la curiosité. Ça n'a pas changé. On a aussi vu, peut-être vu passer notre capsule promotionnelle là, qui circule beaucoup au début des événements. C'est ici qu'on l'avait tourné, un événement qui s'appelait Dépendance à l'ère du numérique. Il y avait beaucoup de personnes à ce moment-là. On a aussi développé ici de la qualité, de l'expérience. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire des formulaires d'appréciation. Puis, vous allez voir, ils ont vraiment un impact concret, ceux qui prennent le temps d'y répondre. 2019-2020, on commence à faire des formations. Donc, on invite une vulgarisatrice scientifique, Karine Mona, qui est maintenant chroniqueuse à la Semaine verte. Donc, quand même quelqu'un qui a un bagage derrière elle qui peut le partager. Notre idée aussi derrière ça, c'est de prendre notre expérience puis de rendre le savoir accessible. Donc, le savoir sur le savoir accessible. C'est ça, ça vient un peu mêlant quand on le répète trop rapidement. Mais enfin, bref, c'est aussi à cette année-là qu'on a commencé à faire, que j'ai vraiment plus de défis d'un coup, mais des événements à Montréal. Donc, ça, c'est au Ciboire Saint-Laurent. On a approché des gens qui étaient impliqués en vulgarisation scientifique. On a formé un comité, on a formé une programmation, puis on a lancé le projet pour qu'il soit profitable à d'autres raisons. Et là, mars 2020 arrive, comme n'importe qui, on s'en est pas sauvé indemne. On a dû prendre une pause, on avait vraiment un momentum, puis on a recommencé en janvier 2021 avec des événements en ligne. Et devant le constat, que ça fonctionnait. Les gens, même à force de rien pouvoir faire, rester assis devant son écran pendant 3 heures une soirée de temps, c'est quand même gage un peu de divertissement. Donc, on a commencé et on a repris les activités. Puis là, tranquillement, pas vite, on a aussi lancé un podcast, La tête à Papineau, qui a l'image de la vulgarisation, des épisodes constitués de 25 minutes, avec une chronique, une entrevue. On s'attarde à ce qui passionne les gens qui présentent, des gens qui sont impliqués en vulgarisation. Ça nous permet vraiment d'être encore plus personnel puis donner une nouvelle tribune aux gens qui viennent soutenir le projet.
On a aussi pris le temps de refaire un peu notre charte visuelle. Là, je sais qu'on a reçu beaucoup de commentaires ces temps-ci. Ils sont comme hey, « vos visuels sont vraiment malades ». Mais ça, c'est à cause qu'il y a des gens vraiment qui mettent du cœur et qui ont des talents innés pour ça. Donc, on leur remercie. Peut-être que vous avez été attirés, peut-être que vous-même, vous avez été attirés par les visuels qu'on a. Donc, on remercie ces gens-là aux communications. On a aussi commencé des accompagnements avec les personnes. On veut vraiment faire en sorte que les gens qui viennent présenter vivent une expérience de formation en vulgarisation scientifique. On pense vraiment que c'est un atout pour l'éventail de compétences des scientifiques de demain. On aimerait imaginer un monde dans lequel plus qu'un scientifique par domaine peut être appelé sur un plateau de télé puis parler dans une manière concise, engageante et compréhensible à l'auditoire. On a aussi fait en 2021 notre premier événement, les Grandes Découvertes de l'UDS. On est maintenant en train de préparer une 3e édition. Mais on avait pas mal une belle brochette de personnes ici, le Message généreux ici en petit, David Fortin, Louis Taillefer, que peut-être des gens ici connaissent, je sais pas, travaille sur la supraconductivité et pas mal impliqué avec le quantique. Après ça, 2021-2022, création de ma job. Pour vrai, je me sens vraiment choyé de pouvoir faire ça tous les jours avec des équipes formidables, avec une vocation pour la communauté qui vraiment rencontre toute son utilité et sa pertinence, de développer ça, puis vivre l'événementiel. Je veux dire, en ce moment, je bois de la bière, mais je suis aussi payé pour le faire. En tout cas, on ne chiale pas pour ces moments-là. Donc, ça continue. On a aussi formation d'un conseil d'administration distinct. Auparavant, c'était comme conseil exécutif, conseil d'administration en même temps. Et on retourne au Gala Force Avenir. Les gens avaient pas mal aimé cette photo-là sur nos réseaux sociaux, mais en fait, on a gagné le même prix qu'avant quand j'étais bien fouilleux. Mais enfin, bref, on a gagné 2 fois. Donc, on est doublement gagnant, j'imagine. Et là, allez, OK. Et on a aussi commencé, durant cette année-là, à donner des formations. Ça, c'est notre guide de vulgarisation. On en a donné une récemment pour la FIRST, pour les cycles supérieurs de génie. On lance l'appel si vous voulez que vos membres d'associations étudiantes, de labos de recherche s'initient à cette heure-là. On a vraiment notre expertise d'étudiants derrière nous pour le faire. On a fait une 2e édition des Grandes Découvertes de l'UDS, donc cette fois-ci qui était de l'autre côté de la rue, au Théâtre Granada. Et comme vous allez pouvoir, on a pas mal de fun. Ça, c'est aussi à Montréal, la première édition des Grandes Découvertes de l'UQAM, avec qui on est pas mal associés. Et qu'est-ce que c'est Bristol Rain aujourd'hui? Là, je suis vraiment fier de montrer nos résultats. Premièrement, l'émission, on l'a recentrée sur diffuser la science accessible à travers le plaisir. Puis on a vraiment mis un accent sur le plaisir. C'est vraiment ce qui prime. Nous, on dit souvent, oui, il y a vous qui venez à un événement un soir de semaine au Bokeh Bière, vous prenez une bière, vous attendez à avoir du plaisir, mais on veut aussi que les gens qui soient sur scène aient du plaisir, qui sortent un peu du carcan des congrès, puis de la méthodologie, puis devoir prouver à chaque phrase ce qu'ils disent. Là, on a des experts qui sont quand même à l'aise avec leur contenu, mais là, c'est le temps d'être plus flexible, puis de mettre en avant toute sa personnalité. Mais aussi pour l'organisation, avec des bénévoles qui sont là, qui font l'implication étudiante. On veut vraiment que ça soit plus le plaisir, la flexibilité, la bienveillance qui prime. On a un comité de direction qui chapeaute tous les comités locaux, c'est-à-dire Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières. Puis justement, aujourd'hui, 82e activité, j'ai pris le temps de compter. Donc 82e 5 à 8, 6 à 8, 5,5 à 7,5. On a déjà, j'ai compté aussi, 3000 auditeurs auditrices, dont déjà 862 cette année. Donc, naturellement, avec 3 comités, ça monte vraiment vite. Mais cette année, à Sherbrooke, vraiment, ça bat tous les records. Pas plus tard que le mois dernier, on avait 137 personnes ici même. Les 2 autres événements d'avant, on avait 94, 95 personnes. Vraiment, merci d'être là puis de juste faire vivre la culture scientifique. Ça n'a juste aucun bon sens. Puis je parlais d'appréciation, mais regardez comment c'est une pente prononcée. On a commencé avec 52 % de très bonne expérience. Puis aujourd'hui, on est rendu à 82. Donc, en l'espace de 2 ans, on a gagné 30 % de ce côté-là. C'est un bon argument de vente, mais aussi, ça nous montre que notre travail a vraiment des retombées puis est apprécié. Des bonnes expériences ici qui sont témoignées, dont des personnes qui sont vraiment des acteurs clés dans le monde de la vulgarisation scientifique au Québec, notamment Stéphane Chek, qui est directrice du Cœur des sciences à l'UQAM, donc un gros organisme de diffusion culturelle. Puis, nos formations, on a déjà formé plus de 200 personnes. Ça continue d'y aller. Encore une fois, si vous êtes partant, on peut vous fournir notre guide de présentation. Ça, c'est entièrement gratuit. On garde la vibe de rendre ça accessible.
On a maintenant 23 épisodes de podcast qui sont publiés à travers toutes les plateformes. Donc, ça aussi, c'est une invitation à aller voir. Et réellement, nos réseaux sociaux font leur œuvre. On est rendu à 3600 abonnés. On a des auditeurs de 1 mois à 68 ans, dont la moitié ne viennent pas de Sherbrooke. Donc, ça montre aussi l'étendue de notre portée. Et on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle on publie les événements qu'on enregistre aux événements. C'est pour ça que Patricia est là, puis elle fait défiler les slides. Puis, sinon, on a des liens avec la moitié des universités au Québec. Donc, c'est vraiment un projet qui continue de prendre son envol, qui continue à se développer. Puis, merci encore. Sinon, c'est des belles photos avec des émotions des équipes, parce que j'en parle, là, c'est des stats, c'est des diapos, là, mais pour vrai, c'est vraiment du monde. Ça, c'est un événement. Là. Vous avez peut-être vu à l'accueil Renato, Anaël qui ne peut pas être là ce soir, Maude aussi, Patricia qui est là, puis moi qui fais toujours des poses de B-Boys. Sur mes photos de comité, vous allez voir avec Montréal, même chose. Hein? On y va vraiment avec le plaisir encore une fois, puis c'est ça qui est le plus important. Et finalement, on a aussi Trois-Rivières, puis j'aime bien ça être en terre aussi. Je ne veux pas me mettre sur un piédestal. Là. Je parle beaucoup là, en ce moment, là, mais c'est pas mon genre non plus. Puis, sinon, il y a tous nos partenaires, nos commanditaires, nos collaborateurs. Ce soir, c'est l'Institut Quantique, mais d'autres soirs, c'est les cycles supérieurs de génie. Ça peut être les laboratoires de recherche, le vice-rectorat à la recherche aux études supérieures. Donc, tous ces gens-là qui s'associent à la vulgarisation scientifique, la science accessible, par le plaisir, pour faire plus de science dans les oreilles de tout le monde. Et pour l'avenir, là, vous avez pu voir un peu le tracé qui se formait. On est à Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières. Donc, l'objectif d'ici 5 ans, c'est à peu près être où est-ce qu'il y a une université au Québec, donc à peu près à 8 ou 9 endroits, là, dépendamment de si on décide que l'Abitibi ou Chicoutimi, c'est trop loin. Mais c'est ça le principe, donc de s'associer avec les universités locales puis de continuer à proliférer les compétences en vulgarisation scientifique. Puis, on a un bon curseur qui dit bon bistroin. Fait que merci d'être là. Puis là, je vais continuer avec le fil de la soirée. Exactement. Donc, je vous inviterai à rester attentive et attentif ce soir. Ah oui, ça me fait penser. Je veux aussi dire, là, c'est aussi la Journée internationale des droits des femmes, là, mais Bistro Brain, c'est avant tout féminin. Puis même si je suis la face pas mal récurrente de Bistro Brain, la majorité des équipes sont composées de femmes, la majorité des line-up sont composées de femmes, puis la majorité de l'auditoire est aussi composée de femmes. Fait que pour ça, on peut se donner une bonne main de l'applaudissement. Donc, je vais vous demander d'être attentive et attentif parce qu'on va avoir un quiz. Vous avez peut-être pu remarquer, on fait des choses spéciales ce soir pour nos 6 ans. On a donné des consommations à tout le monde ici présent. On a donné des articles promotionnels, des belles gourdes d'eau homologuées Bistro-Brain. Mais on a aussi un quiz, des prix de quiz à tout classer ce soir. On a comme prêt une carte cadeau de 50 $ au Bocquet Bière. Donc, c'est une belle microbrasserie au centre-ville de Sherbrooke. Ils sont bien fins, vous irez les voir. Deuxième prix, c'est une carte cadeau de 25 $ à la librairie Appalache, juste à 2 coins de rue. Puis, troisième prix, c'est 3 consommations ici même au Bocquet Bière des 13-11 comme vous avez reçu au début de la soirée. Donc là, je pense que c'est vraiment le temps de passer le micro à notre collaborateur de la soirée, l'Institut Quantique. Je m'excuse, j'ai peut-être pas vérifié si c'était correct avec toi, Tom, mais est-ce que tu serais à l'aise de faire un petit 2 minutes présenter l'Institut Quantique? Je pense que c'est ta job aussi, hein? Fait que, ça va être très simple. Merci. Là. On a eu des problèmes techniques au début. Là. Je voulais te demander vraiment, là, pour vrai. Salut, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, OK. Pas prévu pantoute de venir parler aujourd'hui, mais je vais vous dire un petit 2 minutes, vite. L'Institut Quantique est à l'Université de Sherbrooke. Essentiellement, ça a été fondé en 2016. C'est 3 axes de recherche, c'est matériaux, ingénierie puis informatique quantique. On est à peu près 300 membres, donc ça inclut corps professoral, professionnels de recherche puis communauté étudiante qui travaillent justement pour faire avancer ce qu'on dit de passer comment qu'on dit, accélérer la révolution quantique. Donc, on a inauguré un nouveau bâtiment aussi en 2020, l'année passée.
qui est vraiment super. On a équipement à la fine pointe. On a un laboratoire de fabrication qui s'appelle le QFL. Puis, on a également le laboratoire d'algorithmique quantique qui fait justement de l'informatique quantique, qu'on surnomme l'Algolab. Donc, c'est ça, on est une super belle place. Vous pouvez, je ne sais pas si vous êtes sur le campus de l'université des fois, vous pouvez passer, venir nous voir. C'est vraiment un édifice qui est quand même très spécial. À l'intérieur, c'est tout fait, l'architecture a été faite autour des frigos à dilution. Donc, c'est vraiment un bel endroit à juste venir passer, venir voir si vous êtes sur le campus. C'est ouvert, donc c'est ça. On vous attend si vous voulez passer. Ouais, merci. Ouais, merci, Tom, pour... Il a vraiment bien fait ça, là, sérieux. C'est pour quelque chose d'improvisé, là, puis mes excuses encore, mais félicitations. Sinon, à part le collaborateur pour ce soir, on a aussi des commanditaires annuels. Donc, on prend le temps de remercier. Il s'agit de ce soir l'AGEG, le REMDUS, les Fonds de recherche du Québec, le SAREUS, la FIRST et le vice-rectorat à la recherche aux études supérieures. Donc, les petits blabla faites, maintenant, on va introduire notre premier présentateur. C'est un étudiant en physique qui est accompagnateur émérite de Bistro Brain et co-animateur du fameux podcast La tête à Papineau, le podcast Bistro Brain. Et ça lui arrive aussi d'être un ninja, un pirate, mais pas encore un cowboy. C'est notre adoré Renato, qui est doté d'un sourire transcendant. On va faire une présentation qui s'intitule « Utiliser le quantique pour guérir le Parkinson » et essaie de répondre à la question « Pourquoi les physiciens se font passer pour des biologistes amateurs ?» Donc, on l'accueille très chaleureusement. Merci Alexis. Mais quelle introduction. Bon, avant de commencer, pour me calmer un petit peu sur scène, il faut dire que généralement, je suis celui qui accompagne les gens qui viennent ici. Et je leur dis toujours, oui, ça va bien se passer, vous allez voir, c'est chill, c'est décontracté. Et là, je tremble un petit peu, mais bon. Je saurai ce que c'est pour la prochaine fois. Du coup, voilà. Voilà, je vais utiliser... Donc, bonjour à tous. L'image qui suit est un peu choquante. Donc, pour ceux qui sont un petit peu sensibles... Ah, il faut parler plus fort. Bah, merci, voilà. L'image qui suit est un peu choquante. Donc, pour ceux qui sont un peu sensibles, s'il vous plaît, donnez-moi juste 20 secondes, OK? Ceci est mon cerveau. Bon, vous voyez, il y a plein de choses aussi, mais il y a surtout ce point noir ici qui s'appelle substantia nigra. Je vous assure, il n'est pas dans les quiz, OK? On va aller dans ces substantia nigra. Allons-y ensemble. Je sais ce que vous êtes en train de penser. Il n'y a rien à ton cerveau, là. Oui, mais OK, laissez-moi envoyer un petit peu de lumière, monter un petit peu quelques fréquences et hop, une neurone. Je peux envoyer un autre type de lumière et hop, une autre neurone. Je vous laisse voir, oui, je vous laisse voir, oui. Je vois une autre lumière, voilà, vous avez tout compris. Hein. Ce n'est pas pour être pédant, ce n'est pas seulement mon cerveau qui est rempli de neurones, OK, il y en a d'autres. Mais non seulement il est rempli de neurones, il est rempli d'autres types de choses, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il y a des neurones. Ça, vous avez compris. J'ai déjà répété suffisamment de fois. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les neurones? Ils peuvent mourir. Et c'est là que le Parkinson, la maladie de Parkinson, elle fait. La maladie de Parkinson, c'est une maladie autodégénérative qui a touché, par l'instant, les statistiques disent que 100 000 Canadiens. Et chaque année, elle touche 10 000 en plus. Donc, vous avez vu, dans 10 ans, on aurait doublé le nombre. Qu'est-ce qui se passe pour les connaisseurs ici? C'est la molécule alpha-syne. Donc voilà, votre nouvel ami. Un jour, elle défie sa nature, elle commence à se plier de façon différente dans le cerveau et elle commence à tuer des neurones. Ces molécules psychopathes, elles tuent tellement que la personne commence à ne plus avoir ses capacités motrices, ses capacités cognitives normales. Et donc là, on commence à être dans les processus dégénératifs et vont éventuellement des choses pas très agréables. Je vais vous dire pourquoi on n'a pas guéri encore le Parkinson. En fait, vous voyez chaque bouboule, ici, il y a des bouboules. C'est des atomes. Voilà. Et donc, chaque atome de ça, quand ils sont comme ça, juxtaposés les uns aux autres, il faut faire des calculs pour vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on va aller étape par étape. Si j'ai juste une petite bouboule, ça m'amène à faire 2 calculs pour savoir comment elle se comporte. Si j'en ai 2 ensemble, maintenant, elle peut tourner, faire d'autres choses, donc 4 calculs.
l'eau, H2O ici. Maintenant, elle peut tourner, elle peut vibrer, elle peut faire un peu comme ça, danser. Et donc, 20 calculs. Et donc, vous me direz, mais qu'est-ce que ça veut dire faire 20 calculs, d'où tout sort tout ça? Vous avez entendu parler des chats de Schrödinger et tout ça? Bon, j'ai bien. Bah, on va pas parler des chats, désolé, on va parler juste de Schrödinger. C'est ce monsieur-là qui est ici. Un jour, dans les années 20, si je ne me trompe pas, il est arrivé et il a dit « Hey, ça serait vraiment sympa de ta part si tu utilises cette équation. » Et il s'avère que c'était une équation vraiment très précise et très importante. C'est ce qu'on utilise à peu près tous les jours dans la quantique. Okay? Et le problème, c'est qu'elle est un peu compliquée. Donc, vous voyez seulement l'eau avec ces 3 trucs, et elle nous avait 20 calculs. Donc, vous pouvez commencer à voir ce qui va se passer. OK, qu'est-ce qui se passe? Moi, dans mon quotidien, j'arrive, je prends un super ordinateur, et je lui dis, OK, tu vas étudier l'eau, voilà l'eau, tu vas utiliser cette formule, cette cadre théorique, et ça, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Et je laisse l'ordinateur travailler un petit peu, j'attends un petit peu, 15 minutes, et il me sort les énergies et d'autres trucs que ça me sert pour savoir comment elle se comporte et qu'est-ce qu'elle va faire, et des choses comme ça. Maintenant, on va faire pareil, mais avec l'autre, avec notre ami alphacine. Maintenant, je lui dis la même théorie, la même équation, mais je vais lui donner alphacine. Je vais partir en vacances pendant 15 jours à peu près. Je les laisse travailler. Et en fait, je reviens au bout de 15 minutes. Parce que qu'est-ce que je vois? En fait, je vois ça. Et en fait, la salle est en feu. En fait, l'ordinateur est en feu. En fait, tout le monde est en feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez déjà compris, hein? La molécule est tellement grande qu'il faudrait résoudre cette quantité d'équations pour savoir vraiment comment elle se comporte et ce qui va se passer. OK? Donc, je vous laisse compter les zéros, je ne me suis pas trompé. Donc, on s'attend que l'ordinateur ne pourra pas faire ça. Pourquoi, encore? Parce que, si vous voyez, un super ordinateur, il a aux alentours de 1000 terabytes de mémoire. Vous avez vu la différence des zéros qu'il y a là? C'est beaucoup. Pour les physiciens, pour les ingénieurs, pour les scientifiques qui sont là. Je vais vous donner un ordre de grandeur. Je sais que vous allez bien aimer ça. Je peux me déplacer. Merveilleux. Par exemple, cette quantité d'équations, c'est plus grand que le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Donc, l'ordinateur ne sera pas capable. Pour les gens qui sont un peu moins vers les nombres et qui aiment un peu plus la vie peut-être politique, écologique, c'est à peu près le nombre de fois que les ministres de la transition écologique auraient dû faire quelque chose. Okay? L'ordinateur, comment ça marche? La base d'une formation de l'ordinateur, c'est le bit. Donc, c'est juste 2 états que généralement on l'appelle 0 ou 1, mais on peut les penser comme content et pas content. Quand on les met ensemble, ça fait un byte. Voilà. Et quand vous touchez au clavier de votre ordinateur et vous faites N, c'est ça qui s'affiche à l'intérieur de l'ordinateur. Voilà comment représenter un N. Quand on vous donne une clé USB et on vous dit qu'elle a 4 GB de mémoire, en fait, c'est qu'il y a cette quantité de bytes là et vous pouvez avoir Frozen en haute définition. Excellent. Maintenant, l'ordinateur quantique, et c'est là que ça devient important. Ça va être dans le quiz. Lui, il peut être aussi dans 2 états, qui peut être content et pas content. Mais il utilise les règles de la quantique, qu'on appelle la superposition, pour faire une espèce de mélange probabilistique entre les 2 états. Ok, suivez-moi. Il peut être content et pas content, mais 80% content. Ça va. Ça ressemble plus à moi. Il peut être aussi énervé et calme en même temps, en plus des autres 2 états. Et une certaine superposition de ça. Oui, vous ne me laisserez pas mentir. Hein. Il peut aussi vouloir manger un croissant et faire un régime en même temps. Donc, à peu près mon état d'esprit tous les jours. Donc, je ne sais pas si je vous ai passé le message de vous faire comprendre qu'il peut gérer plus d'informations dans une même unité d'information. Donc, on peut stocker plus de choses, plus d'informations et faire plus de calculs avec ça, en utilisant la superposition. Donc, tout ce qui serait impossible pour l'alphacine avec un ordinateur normal, ça serait théoriquement possible avec un ordinateur en quelques semaines, peut-être des mois. Voilà, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, donc pourquoi on ne l'a pas encore fait? Voilà pourquoi je n'ai pas un prix Nobel là, en ce moment dans mes mains là.
Parce que, en fait, l'ordinateur quantique, il est encore un bébé. Je sais que les nouvelles générations ne se rappellent pas, moi non plus. Ça, c'est la photo des premiers ordinateurs quand ils commençaient. Donc, on est à peu près à cet stade-là. Notre ordinateur quantique, il est capable juste de faire des petites opérations avec un nombre limité de qubits. Et donc, il n'est pas encore capable de gérer toute cette information-là, mais on s'approche. D'ailleurs, la présentation qui suit, j'ai fait un clin d'œil, même si elle ne m'écoute pas. La présentation qui suit, c'est par rapport à cet ordinateur réfrigéré dans un congélateur. Voilà. Vous les poserez les questions à elle. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que pourquoi les physiciens jouent à être des amateurs, des biologistes amateurs, c'est parce que il y a des limitations intrinsèques lorsqu'on fait de la biologie. Ils font un excellent travail, je ne veux pas dire autre chose. Mais l'ordinateur quantique nous permettrait d'avoir accès à ces mondes invisibles qui, par l'instant, n'est pas trop exploité. Parce que l'ordinateur nous permet de jouer et donc de rentrer dans ce monde qui est la quantique et donc nous donner une approche plus profonde de ce qui se passe vraiment aux échelles nanométriques. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, c'est la période des questions. Je sais comment ça se passe. Oh, animal. Oh non, je veux toi. J'étais clair, hein? I know. Bah, merci. Tu as dit dans le fond qu'on ne parlait pas de chat de Schrödinger, mais les chats, c'est un peu ça, c'est des états multiples en même temps. Ah, les chats de Schrödinger? Je veux rentrer dehors, je veux manger, je veux manger. Pour les gens qui ont des chats, je pense qu'ils savent qu'ils veulent être dehors et pas dehors en même temps. C'est les meilleures personnes pour devenir un peu dans la quantique, on va dire. Voilà. Bah, merci beaucoup. Parfait. Bon, il restait quoi? 1 minute. Je vais juste sortir mes notes. Hop, 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 hop. Bon, ben, on va passer à celle qui n'écoutait pas durant la présentation de Renato. Il s'agit de Souheila Hassoun. Elle a un doctorat en sciences mathématiques de l'Université de Sherbrooke et est chargée de projet en vulgarisation scientifique à l'Institut quantique. Pour l'avoir rencontrée à quelques occasions, je le décrirais comme quelqu'un d'aimable et sympathique. Aujourd'hui, elle nous fait une présentation Les frigos suspendus et essaie de répondre à la question « Pourquoi on associe réfrigérateur et ordinateur quantique? » Merci de l'accueillir chaleureusement. Bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous. Alors ce soir, j'ai le plaisir de partager avec vous ma fascination, ma grande fascination pour un grand objet, aussi grand que moi, qu'on croise dans les laboratoires, par exemple à l'Institut quantique où je travaille, et qui sert à refroidir des tout petits échantillons. Alors parlons de refroidir. Est-ce qu'il y a une limite pour le froid? Est-ce que le froid a une limite? Jusqu'à combien on peut descendre avec la température? Jusqu'à quelle température on peut refroidir? Alors, pour nous aider à répondre à cette question, on va relativiser. On va commencer par le réfrigérateur qu'on a chez nous tous à la maison. Alors, la température de notre réfrigérateur, à peu près 2 degrés Celsius, 2-3. Notre congélateur peut-être à moins 20 degrés Celsius. Mais durant l'hiver, si on sort à l'extérieur, des fois, il fait plus froid que notre réfrigérateur. Vous êtes d'accord avec ça? La tempête du siècle au Québec, ça peut descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Froid. Mais bon, sur notre planète Terre, il y a des endroits où il fait plus froid que le Québec.
par exemple le pôle Nord, le pôle Sud. Le record de froid sur notre planète Terre, c'est de moins 98 degrés Celsius au pôle Sud, à l'est du pôle Sud de l'Antarctique. Et à l'espace externe, ça se peut qu'il fasse plus froid que sur notre planète Terre. Alors, le record de froid dans l'univers, c'est de moins 272 degrés Celsius. Et c'est à cet endroit-là, cette photo a été prise par le satellite Hubble dans l'espace. Maintenant, on se rapproche pas mal de la limite du froid. Parce que oui, le froid, il y a une limite. Et cette limite-là, c'est de moins 273,15 degrés Celsius, qui est équivalente à 0 Kelvin, ce qu'on appelle le zéro absolu. Et c'est l'absence de toute chaleur. Et cette température-là, on ne peut pas vraiment l'atteindre. Il y a des preuves mathématiques que c'est impossible, mais on peut se rapprocher à des virgules près de cette limite. Avec des techniques de pointe, dans des laboratoires de pointe, on peut s'approcher à des virgules près. Mais pourquoi? Alors, pourquoi on est intéressé de refroidir autant? À quoi ça sert? Pourquoi cette course vers le froid? Alors, dans le domaine des sciences quantiques, les phénomènes quantiques, des fois, les phénomènes étudiés, ils apparaissent, ils se manifestent qu'à des très, très basses températures. Alors, on a besoin de refroidir autant pour aller les étudier, pour aller en découvrir plus. Par exemple, c'est juste un seul exemple de ce qu'on peut faire avec ça, pour aller programmer un atome ou une particule subatomique, un électron. On veut contrôler, on veut pas que l'environnement il contrôle notre particule, on veut qu'on soit capable de la contrôler. Alors là, la particule en temps réel, à température ambiante, elle est plus en train de vibrer. On peut imaginer ça qu'elle est en mouvement, elle bouge. Et pour aller la calmer, on va aller refroidir, puis là, elle va se calmer. On va être capable de la garder dans son état quantique et d'avoir, par exemple, plus de cohérence, pouvoir la programmer. On va pouvoir la programmer. Pour faire ça, on a besoin de se débarrasser de tous les résidus thermiques, de toute la chaleur qui l'entoure. Puis là, on va pouvoir avoir plus de cohérence sur notre bit quantique, que ce qu'on appelle des qubits, que Renato a mentionné tantôt. Bon, là, je suis en train de vous dire que pour programmer en quantique, on a besoin d'être dans un réfrigérateur. Peut-être vous êtes en train d'imaginer littéralement notre laptop dans le frigo. Ça ressemble en réalité pas exactement à ça. Ça ressemble plutôt à ça. Alors, ça ressemble à ça, un ordinateur quantique en action, où on peut, à l'intérieur, la programmation se passe. Puis, l'ordinateur quantique qui va être installé à Bromo en automne 2023, je pense, dans le cadre de la zone d'innovation, il est fait avec des matériaux quantiques qu'on a besoin de refroidir. Et il est à l'intérieur de ce réfrigérateur, tout en bas de ce gros thermos suspendu. Ce que vous voyez là, c'est un réfrigérateur à dilution. Et à quoi ça ressemble de l'intérieur? Alors, allez voir. Ça ressemble à un gros chandelier fait en cuivre, plaqué or. Alors, cette œuvre d'art peut aller coûter jusqu'à $1 million. Oui, ça ressemble pas tant à un frigo, je suis d'accord. Moi, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a fait penser au jardin suspendu de Babylone. Alors, bref, plus on descend, plus c'est froid. Jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière plaque, c'est là où c'est le plus froid. Ça va jusqu'à moins 273,14. Alors, le zéro absolu, c'est 0,15. Fait qu'on est pas mal proche, pas mal très froid. C'est plus froid que le vide spatial. Quand même impressionnant. Et vu que c'est la dernière plaque, c'est le plus froid ici. Alors, les échantillons ou ce qu'on veut refroidir, on va plus aller les placer dans cette partie. C'est ce qu'on appelle le doigt froid. Puis, on va aller placer ce qu'on a besoin de refroidir en bas. Alors là, le réfrigérateur il est plus nu, puis on peut aller zoomer sur le cœur de ce réfrigérateur-là, l'unité à dilution, composée d'un bouillard, ici, 2 échangeurs de chaleur, puis ici, la chambre à mélange. La chambre de mélange, c'est l'endroit le plus froid du réfrigérateur, puis c'est ici où la magie se passe. À l'intérieur de cette chambre de mélange, il y a un phénomène quantique
qui se passe puis qui permet de refroidir. Alors, avant de plonger dedans pour aller découvrir ce phénomène quantique, j'ai 10 chambres de mélange, fait qu'on mélange des substances, puis là, vous allez m'aider à trouver ces substances qu'on a besoin de mélanger. Un petit rappel, nos cours de chimie. Alors, on cherche un élément qui, en refroidissant à très basse température, proche du zéro absolu, qui ne va pas devenir solide, qui ne va pas geler et devenir comme des gros glaçons, parce que sinon, ça bloque le cycle de réfrigération. Donc, notre frigo à la maison, le cycle de réfrigération, il fonctionne comme on a un liquide frigorifique, puis ce liquide-là, on évapore, puis après, il y a un compresseur, puis c'est injecté dedans. Fait que ce cycle-là, si on refroidit à proche du zéro absolu, il n'y aura plus rien à évaporer. Alors, on a besoin d'un élément qui ne va pas devenir solide. Et là, vous savez tous la réponse, parce que c'est la même que le gaz qui est dans les ballons de partie, qui fait changer notre voix. Alors, je veux des réponses. Ah ah, bon, bravo. Alors, vous connaissez tous la réponse, c'est de l'hélium. Alors, madame et monsieur, je vous présente un atome d'hélium 4. Alors, cet atome-là, dans son noyau, on a 2 protons et 2 neutrons. Celui-là, il est quand même accessible dans la nature. Ce liquide est mélangé avec une autre saveur d'hélium, l'hélium 3. Alors, lui, il est un peu plus rare, puis on le retrouve dans les réacteurs nucléaires. Celui-là, il est un peu plus rare, puis 20 millilitres peut coûter jusqu'à 80 000 $. C'est quand même cher pour n'intérêt pas avoir de fuite dans un réfrigérateur. Alors, dans son atome, on a 2 protons et un seul neutron. Alors, il est 25% plus léger que l'atome d'hélium 4. Alors, quand on va mélanger ces 2 liquides, l'hélium 3 va aller flotter au bord de l'hélium 4, au top, un peu comme l'huile flotte à la surface de l'eau. Mais l'hélium 3 ne va pas accepter ça, parce qu'il est en amour avec l'hélium 4. Alors, il va vouloir traverser cette barrière pour aller rejoindre son amoureux. Et pour faire ça, alors les atomes, on a les atomes, ils vont vouloir aller se diluer dans l'hélium 4. Alors, on a quelques atomes qui vont aller se diluer jusqu'à 6,4%. Alors, ça passe de la phase pure à la phase diluée. Et ça, c'est une transition de phase. Et ça, c'est le sujet de la présentation de Lucas. Lucas va nous en parler plus des transitions de phase. Nous, on va plus aller suivre l'atome d'hélium dans son voyage. Alors là, la chambre de mélange, c'est ici. Et l'atome d'hélium 3, il va vouloir passer cette barrière pour aller voir son amoureux. Mais pour faire ce voyage, il a besoin d'énergie. Puis il va aller chercher cette énergie-là en absorbant la chaleur dans son entourage. Alors c'est pour ça qu'on va mettre l'échantillon ou les qubits ou l'ordinateur quantique à côté ici pour que ça se refroidisse. Et que là, l'atome d'hélium 3, il va absorber cette chaleur-là, il va aller se déplacer, il va la prendre avec lui grâce aux lois de la pression, il va passer à l'autre côté au brouillard, puis là, on va chauffer. L'hélium 3, il a un point d'ébullition inférieur à l'hélium 4, il va s'évaporer plus vite, un peu comme quand on distille de l'alcool. Fait qu'il va s'évaporer plus vite, puis une fois qu'il s'évapore, la pompe à l'extérieur du frigo, elle va nous aider à pomper dessus, puis se débarrasser de ça. Puis il va être remis dans le cycle, va passer dans un bain d'hélium pour être reliquéfié, puis on va avoir plus d'atomes qui vont faire ça, puis ça va faire le cycle de réfrigération. Alors tout ça se passe ici dans la chambre de mélange, on refroidit. Ce froid-là, parce que c'est bien fait, va pouvoir se répartir jusqu'à toute la plaque ici, froide. Et là, les échantillons vont être placés au-dessous de ça, puis ils vont être liés avec, vous voyez plein de fils ici, ça c'est l'électronique quantique, vont être liés à l'extérieur pour pouvoir les observer, pour pouvoir les contrôler, envoyer des pulses radiofréquences, pouvoir programmer notre échantillon. Par exemple, ça c'est juste un seul exemple de ce qu'on peut faire, mettre des qubits. Alors là, au plein milieu, dans ce carré fait en aluminium, on voit les 4 qubits, les 4 points. Et tout ça, la programmation quantique et plein d'autres expériences fascinantes sont possibles grâce à cette histoire d'amour entre l'hélium 3 et 4 au cœur d'un réfrigérateur à dilution. Merci.
J'ai une question. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un petit bip-bip quand vous laissez la porte ouverte? Non, plus sérieusement, je me doute que quand vous ouvrez la porte pour mettre des échantillons, des choses comme ça, il doit y avoir toute une procédure pour éviter que ça réchauffe trop vite. Puis après ça doit quand même être assez long à descendre. Comment ça fonctionne pour l'ouvrir, le fermer, puis ça prend une semaine de refroidir ou c'est assez instantané? De ce que je connais, ça peut prendre une journée à le préparer, à ce que ça refroidit. Moi, je vois du monde des fois à l'extérieur en train d'attendre que... Sinon, ils le déshabillent, là, ils enlèvent la coquille métallique, là, ils remettent les échantillons, ils enferment. Puis après, le froid, vu que c'est comme un thermos, là, sous vide, à l'intérieur, l'expérience peut durer des semaines, des mois. Merci. De rien. On parle de à peu près quelle quantité d'énergie que tu vas avoir besoin pour faire ce vide-là au niveau atomique? Le vide atomique? Non, mais quelle quantité d'énergie tu vas avoir besoin pour faire fonctionner cet ordinateur-là, mettons, ce réfrigérateur-là? Combien d'énergie, combien d'électricité? Genre, il y a la pompe ou le compresseur là, à l'extérieur, mais combien d'énergie ça consomme? Moi, j'ai aucune idée. Je vois Claude aussi qui a aucune idée, fait que... OK, donc c'est pas une chose énorme là, que ça prend des kilowatts et des kilowatts. Non, c'est l'électricité. Il faut juste que l'électricité coupe pas, sinon ça foire tout. Il faut qu'on ait de l'électricité en continu pour que garder ce qu'on a. Sinon, c'est de l'électricité normale, ce que l'Uni utilise. Ah, oups, oui, excusez. Je m'approche de plus en plus. Oui, bonjour, j'avais une question. Le processeur ou l'ordinateur quantique que vous présentez, comparativement à un ordinateur classique normal qu'on a dans un laptop ou un processeur normal, ça représenterait combien de bits? Est-ce qu'il y a un terme d'analogie pour ça ou pas? L'ordinateur qui va être installé à Bromo, sachez qu'on peut avoir un processeur de 27 qubits, on peut avoir 165, on peut avoir 200, je ne sais plus exactement le chiffre, 227. Puis ils ont annoncé même ce novembre à 400 qubits. C'est pas beaucoup, mais c'est un ordinateur en progression. Il n'est pas comme Renato il a dit tantôt, c'est encore un bébé, puis il n'est pas encore performant comme il faut. Puis les qubits ne sont pas parfaits en plus, fait que c'est pas juste une course pour le nombre de qubits. Les qubits ne sont pas parfaits, il y a beaucoup de bruit autour de ça encore. D'accord, merci. Je vois pas. Bon, merci beaucoup. Bon, vous avez compris, vous savez compter. On est déjà à 2 présentations sur 4. Donc, ce qu'on fait à ce moment-ci de la soirée, c'est une petite pause d'une dizaine de minutes. On vous invite à en profiter pour vous dégourdir, aller prendre l'air, prendre une bière à notre équipe de service pour ce soir avec Léandre et Andy, ainsi qu'Émile qui court les verres vides. Donc, on se revoit dans 10 minutes. À tout à l'heure. Allô tout le monde, c'est encore moi, Alexis, le gars barbu de Bistro Brain. Donc, j'espère que la pause vous a fait du bien. Vous avez pu vous dégourdir, prendre l'air, prendre une bière avec notre fabuleuse équipe de service du Bac et Bière. On fait une petite promo avec un de nos collaborateurs et probablement futur bénévole. Il n'y a pas ça en entrevue un matin, là, mais c'est comme... on n'est pas sûr. Bien, à chaque événement Bistro Brain, il y a des implications en vulgarisation scientifique, des compétences en recherche de financement. Je sais pas. Enfin bref, il va vous parler d'un événement qu'il organise, qui se veut à teneur scientifique aussi. Donc, j'invite à venir sur scène. Il s'agit de Jorge León. Donc, on peut faire un petit applaudissement parce qu'il est un peu gêné des fois. Super gêné. Merci Alexis pour me donner les 1 minute 30 que j'ai. Non, c'est juste une push publicitaire. Donc, sachez que... oui, ma présentation. Bon, sachez que ce n'est pas seul Bistro Brain qui fait des activités de vulgarisation scientifique. Les étudiants gradués de la faculté de sciences ont aussi un bon comité de vulgarisation scientifique et on organise... ça en vient ma présentation ou... C'est là, ok. Bon, les étudiants gradués, on organise une fois par année le Forum de la recherche. C'est une activité qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 6 mars,
au centre culturel. Et c'est la vulgarisation scientifique dans tous les domaines des sciences. Ce n'est pas juste un sujet. On a 4 présentateurs, des invités partout au Québec, aussi à l'Ontario. On a 12 invités de l'Ontario cette année. Et si j'ai la présentation bientôt, bien, on va voir. T'aimes bien? Donc, c'est une activité qui est gratuite et financée par l'université, par les étudiants gradués. Et il y a aussi beaucoup de collaborateurs externes, parmi eux les vocabulaires qui nous ont donné plusieurs cartes cadeaux qu'on va donner entre les présentations. Ce sont 3 cartes de $25. Et l'inscription, c'est gratuite, étant donné que c'est 4 présentations, c'est toute la journée, mais tout est gratuit. Il y a les petits déjeuners gratuits, il y a des cafés volontés, il y a des muffins, des biscuits, les lunchs qui sont donnés par la Finbush, c'est aussi gratuit. Et il y a un cocktail à la fin, donc c'est une belle activité. Ah, pardon? Mais, ok, voilà. Donc, voilà les 4 présentateurs. On a bien sûr un présentateur d'ici à Sherbrooke, c'est Kevin Neil. C'est un étudiant au doctorat, il est rendu au postdoctorat. Il est sorti parmi les 10 découvertes de l'année Québec Science. Il va expliquer comment utiliser les bactéries pour lutter le cancer. On a Vivian Valencia, c'est la chaire de recherche de l'Université de Bishops pour l'adaptation des cultures au changement climatique. Il va nous parler des nouvelles méthodes de culture qui vont être plus adaptables au changement climatique. On a Jay Olson, il était récemment affilié à l'Université de McGill. C'est un psychologue comportemental et c'est un Harvard Fellow. Il est récemment engagé par le gouvernement du Canada. Il va nous parler sur les adaptations dans nos comportements face au téléphone intelligent. Donc, comment on a changé notre comportement par rapport au téléphone. Et un personnage que ça fait plusieurs années que je cherchais, on va voir Guy Ott, c'est le président de la Commission nationale nucléaire, la Commission d'énergie nucléaire du Canada, qui va nous parler sur le rôle de l'énergie nucléaire dans la décarbonisation. Et il va parler aussi sur les nouvelles technologies et réacteurs nucléaires. Donc, c'est une activité assez variée, il y a plusieurs domaines. C'est vulgarisation de haut niveau. Et donc, c'est les 4 présentations, et à la fin, il y a une table ronde entre les 4 présentateurs. Et on va discuter, c'est toujours intéressant de voir la même question du point de vue d'un biologiste et d'un physicien. Donc, c'est gratuit. Et le code QR, si vous voulez s'inscrire, c'est pour choisir les menus aussi. Donc, voilà, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup. Merci Alexis. Ah, on peut laisser le code QR plus que 5 secondes. Là. Je vais faire l'introduction pendant ce temps-là. Vous voyez, hein, c'est un peu ça, Bistro Brain. Pas avoir des problèmes techniques, mais on est assez chill que les gens... vous êtes le meilleur public au monde. Pour rester, je dis à nos présentateurs qui sont stressés, là, vous êtes super indulgents, attentifs. Quand un problème technique, ça fait un peu partie de ce qui peut être normal pour vous. Fait que on fait avec. On va installer un logiciel pour lire des PDF. On va télécharger un PowerPoint à la dernière minute. Mais finalement, ça marche. Puis vous prenez ça sans trop de stress. Fait qu'on adore ça. On passe maintenant à la 3e présentation. Il s'agit de Claude Rohrabacher. Et cette personne est présentement étudiante en 4e année de doctorat en physique. Je sens comme une espèce de récurrence de similitude dans la présentation de ce soir. Donc, 4e année de doctorat en physique et se spécialise dans l'étude des qubits et des spins dans le silicium. Sa présentation va nous parler des transistors ou de comment il a appris l'art de piéger les électrons. Donc, merci de l'accueillir chaleureusement. Super. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technologie, d'un objet avec lequel vous avez tous déjà été en contact. Vous l'avez dans vos poches, vous l'avez dans vos ordinateurs, vous l'avez dans vos machines à laver. C'est une invention qui réside un peu au panthéon des meilleures innovations de l'humanité, avec la pénicilline, la machine à vapeur ou le beurre salé. Je veux bien entendu parler du transistor. Les Bretons se reconnaîtront. Je veux bien entendu parler du transistor, ou comment j'ai appris l'art de piéger les électrons. Donc, dans cette présentation, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'est-ce que c'est qu'un transistor, comment ça fonctionne,
comment ça a permis la révolution informatique qu'on connaît et qu'on utilise aujourd'hui tous les jours, et comment est-ce qu'on pourrait espérer peut-être les utiliser pour fabriquer des ordinateurs quantiques. Donc c'est parfait parce que Renato a parlé à quoi pouvait servir un ordinateur quantique, et moi je vais vous montrer comment on pourrait peut-être en fabriquer un. Donc j'ai bien dit peut-être. Donc d'abord, c'est quoi un transistor? Un transistor, c'est très simple, c'est une switch. Donc je pourrais arrêter mon talk là, mais il a fallu que je meuble parce qu'on m'a dit que j'avais 12 minutes. Donc un transistor, c'est tout simplement une switch on ou off. Puis on va essayer de voir comment ça fonctionne. On va faire un espèce d'exercice de pensée. Imaginez que au Québec, vous avez beaucoup d'eau, puis vous avez beaucoup de barrages, donc ça va être facile pour vous. Imaginez qu'on ait une rivière avec un barrage ici, puis on a une porte, une grille sur notre barrage qu'on a fermée. Puis que je décide de mesurer l'eau qui coule sur mon barrage. Puis là, l'eau coule pas. Puis sur cette grille, un peu comme dans tous les barrages, je peux la modifier, je peux la bouger, et d'un seul coup, l'eau coule. Puis là, je peux décider que je décide que si je vois pas l'eau couler, j'appelle ça un 0. Puis si je vois l'eau couler, j'appelle ça un 1. Puis ça, effectivement, c'est une switch on ou off, 0 ou 1. Puis ça, c'est un bit. Ça, c'est l'unité d'information de base que vous avez dans vos ordinateurs. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'un point de vue théorique qui vous empêche de fabriquer un ordinateur avec des barrages et de l'eau. Le problème que vous aurez, c'est que votre MacBook Pro, il ferait la taille du Yukon. Puis on est quand même assez tous d'accord pour dire que c'est pas pratique. Ça ferait compliqué pour regarder Netflix. Mais comment est-ce qu'on fait ça plus petit pour faire des calculs? Parce que si j'en mets plein des 0 et des 1 comme ça dans un circuit un peu complexe, je peux faire des calculs. Pour ça, on a des matériaux qui sont absolument formidables, qui s'appellent les semi-conducteurs. On peut classifier les matériaux un peu en fonction de leur capacité à conduire le courant. Donc vous savez, les métaux, c'est des conducteurs, ça conduit bien l'électricité. C'est pour ça que nos câbles sont en cuivre, par exemple, nos câbles électriques. Et les isolants, c'est des matériaux qui conduisent pas du tout bien l'électricité, comme le cuir de nos chaussures, par exemple. Puis c'est ça qui fait qu'on ne prend pas des coups de jus tout le temps. Il y a des classes de matériaux qui s'appellent les semi-conducteurs. Ici, vous voyez du silicium, magnifique, qui est à la base de la microélectronique moderne. Les semi-conducteurs, c'est des matériaux qu'on va pouvoir venir modifier, soit en leur ajoutant des impuretés, soit en leur apportant un peu d'énergie. Je vais mettre comme ça. On va pouvoir les modifier pour venir changer leurs propriétés à conduire le courant, tout simplement. Donc on peut soit choisir qu'ils soient des isolants, soit choisir qu'ils soient des conducteurs. Donc maintenant, on va faire exactement comme ce que je vous ai dit avec le barrage, sauf que cette fois, au lieu de mesurer de l'eau qui coule, je vais mesurer du courant, je vais mesurer de l'électricité. Puis qu'est-ce que c'est du courant? C'est juste des électrons qui se déplacent. Donc imaginez que j'ai ici mes petites boules rouges, là c'est des électrons, puis ils veulent se déplacer, ils veulent partir. Mais là, mon semi-conducteur entre mes deux bornes métalliques ici, il est isolant si je le touche pas. Enfin que les électrons ils sont coincés. Le courant circule pas. Mais maintenant, un peu comme avec mon barrage, j'ai une grille. Puis cette grille, au lieu de la déplacer, je vais juste lui appliquer un voltage. Je vais lui donner de l'énergie, je vais lui appliquer une tension. Puis si je fais ça, d'un seul coup, mon semi-conducteur, il devient conducteur. Puis là, les électrons, ils bougent. Enfin que là, vous êtes capable de mesurer un courant électrique dans votre dispositif. Puis maintenant, exactement comme avec le barrage, vous pouvez dire que si j'ai pas de courant, j'appelle ça un 0. Puis si j'ai du courant, j'appelle ça un 1. Puis félicitations, vous venez d'avoir un bit. Puis ça, c'est un transistor. C'est l'élément de base le plus petit qu'il y a dans vos ordinateurs. C'est vraiment ce qui fait vos calculs. Puis ce que j'aimerais que vous reteniez un peu avec là-dessus, qu'est-ce qui fait que cette invention, en fait, elle est absolument fantastique? C'est que contrairement au barrage, là, vous venez d'inventer une switch qui n'a aucune partie mécanique qui se déplace. Contrairement au barrage où je devais lever la grille, là, je bouge rien. Et ensuite, les propriétés de votre switch, elles dépendent uniquement des propriétés de votre matériau. Donc si vous êtes capable de contrôler votre matériau, c'est génial, vous êtes capable, il n'y a aucune limite à quel point vous êtes capable de fabriquer ce composant petit. Puis c'est ce qu'on a fait dans la réalité. Le premier transistor, il a été inventé en 1947 dans les laboratoires de Bell. Ça leur a valu un prix Nobel d'ailleurs. Puis ça faisait, c'était gros, là, ça faisait à peu près la taille d'une tasse. Puis aujourd'hui, en 2017, pour ceux qui ont des ordi assez puissants puis qui ont les derniers processeurs d'Intel i9, vous avez 2,9 milliards de transistors dans une puce qui fait à peu près 1 cm par 1 cm. Puis ça, c'est à peine 10 fois moins d'argent que ce qu'a Jeff Bezos. Puis c'est vraiment beaucoup de transistors pour une si petite surface et vraiment beaucoup trop d'argent pour une seule personne. Puis pour que vous compreniez un peu à quel point c'est impressionnant et à quel point c'est probablement un des domaines technologiques qui a avancé le plus rapidement possible, il est temps de prendre un peu de recul puis de réfléchir un peu en question d'échelle, parce que quand on parle de microélectronique, la taille, ça compte.
Puis si on regarde à peu près à l'échelle du mètre, il y a les êtres humains. Là. Si on regarde entre Alexis ou moi, il y a une échelle de différence, mais on peut grosso modo dire qu'il y a à peu près du mètre. Si on va à peu près 1000 fois plus petit, dans l'ordre du millimètre et un peu en dessous, on a les acariens. Si on réduit encore 1 million de fois plus petit, dans l'ordre du micron, là on a des bactéries. Puis si on va 1 milliard de fois plus petit, dans l'ordre de la dizaine de nanomètres jusqu'à la centaine de nanomètres à peu près, là on a la taille des virus. Puis si on décide d'aller encore plus loin, à peu près 0,1 nanomètre, on a la taille des atomes. Fait que là, à votre avis, ils sont où les transistors là-dessus? En termes de dimension, de capacité, de miniaturisation qu'on a réussi, ils sont là. Fait qu'aujourd'hui, ça c'est des transistors de IBM. Puis si je mettais un virus sur cette image, il prendrait presque toute la place. Donc c'est vous rendre compte à quel point on est capable, non seulement on est capable de fabriquer des dispositifs aussi petits, mais on est capable de les fabriquer en des milliards de quantités, avec une énorme reproductibilité, suffisamment pour que votre ordi fonctionne. Mais le problème, c'est que on arrive un peu au bout de la course. Pourquoi? Parce que maintenant, nos transistors, ils font quelques dizaines, voire quelques centaines, voire quelques dizaines d'atomes de long. Puis miniaturiser, ça devient vraiment compliqué maintenant. On arrive aux limites de ce qu'on est capable de faire, et surtout, on arrive à des dimensions où les lois de la physique quantique commencent à arriver et commencent à prendre le dessus. Puis c'est la physique quantique, quand on veut fabriquer des transistors, ça nous gêne plus qu'autre chose. Puis ça rend la fabrication plus compliquée. Donc pendant longtemps, les gens ont dit que c'est un peu la fin des transistors, on n'arrivera plus à aller toujours plus loin. Puis est-ce que ça c'est vrai? La réponse c'est non, parce que sinon j'aurais pas de thèse. Puis là je vais vous l'expliquer pourquoi. C'est que maintenant en fait les transistors ils sont tellement petits que au lieu de faire une rivière comme je vous ai expliqué tantôt, je vais essayer de faire un lac, puis je vais essayer de piéger des électrons. Puis ça c'est ce que je fais dans ma thèse, ça c'est une vraie figure de mon manuscrit de thèse que je suis en train d'écrire en ce moment. Donc je vais juste pimper un peu mon transistor, je vais le modifier légèrement pour au lieu de faire une rivière, je vais faire un lac. Puis maintenant il est tellement petit que je suis capable de piéger un seul électron. Puis ce que je fais dans ma thèse de tous les jours, c'est littéralement ça. Je mets des transistors dans des frigos, comme vous avez expliqué Souhait, et je piège des électrons. Puis pourquoi je fais ça? Déjà parce que c'est cool, quand même. Et ensuite, c'est parce que les électrons, c'est des particules, elles ont des propriétés sympas, comme elles ont une charge, elles ont une masse, mais elles ont une autre propriété intrinsèque qui s'appelle le spin. Donc le spin, c'est vraiment une propriété intrinsèque des particules. C'est difficile à se visualiser comme ça, mais vous pouvez imaginer ça comme un aimant qui pointe dans une direction, comme une boussole. Puis dans le cadre d'un électron, cet aimant, il peut pointer vers le haut ou il peut pointer vers le bas. Puis je sais que Lucas va vous en parler également. Donc là, vous me dites, wesh Claude, c'est une arnaque ton truc, tout ce que tu as fait, c'est un transistor avec un seul électron. C'est stylé, mais ça sert à rien. C'est vrai que c'est stylé, mais c'est vrai que ça sert à rien. Sauf que le spin, c'est une propriété quantique. Et avec ça, il a des propriétés qui viennent avec. Notamment, comme l'a dit Renato, c'est vraiment bien, ça suit super bien ce soir, il peut être en état de superposition. Donc il peut être à la fois un 0, à la fois un 1, comme le chat de Schrödinger, qui peut être à la fois vivant et à la fois mort. Et là, vous avez un qubit. Puis pour vous expliquer à quel point c'est impressionnant, puis c'est cool un qubit, c'est que vous pouvez calculer de l'information avec, puis comme l'a dit Renato, si vous avez un qubit, c'est équivalent à peu près avoir 2 bits classiques. Si vous en avez 4, si vous en avez 3, c'est équivalent à avoir à peu près 8 bits classiques. Puis si vous en avez 300, c'est équivalent à avoir 1 10 puissance 31, donc 1 avec 31 zéros derrière, bits classiques. Donc c'est l'équivalent à avoir autant de bits qu'il y a d'atomes dans l'univers. Et donc ça, évidemment, je vous mens un peu, parce que ça, c'est uniquement si les qubits ils sont parfaits, puis ils ne le sont pas, ils sont loin d'être parfaits, mais ils seront jamais parfaits, et on sait que dans la pratique, pour faire un ordinateur quantique, on en aura besoin de beaucoup plus que ça. Mais là, je viens de vous montrer avec mon spin que je peux fabriquer un qubit tout petit avec des technologies de microfabrication qui sont déjà éprouvées, qui fabriquent déjà des ordinateurs. Donc si un jour j'arrive à fabriquer un qubit avec ça, il n'y a rien qui m'empêche d'en fabriquer 1 milliard. Puis ça permet de rêver à quelque chose, ça permet à rêver à l'ordinateur quantique en silicium. Puis donc d'avoir un ordinateur qui, au lieu de fonctionner avec des bits, fonctionne avec des transistors dans lesquels il y a des qubits. Donc comme l'a dit Renato, ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir en pharmacologie pour essayer de calculer des nouveaux médicaments, puis essayer de comprendre comment des molécules fonctionnent. Ça peut servir en cryptographie, puis ça peut servir en sciences des matériaux. Puis pour revenir à une question qui a été posée tantôt, ça remplacera jamais votre ordinateur normal. C'est pas comparable. C'est uniquement beaucoup plus puissant pour certains types de calculs. Donc vous aurez toujours votre laptop.
Mais pour certains types de calculs, ça permet à rêver à des calculs qu'on n'est juste pas capable de faire aujourd'hui. Puis les qubits de spin, ça sert pas que aux ordinateurs quantiques, parce qu'on en parle beaucoup, puis des fois c'est énervant. Mais ça sert aussi à plein de choses. C'est une excellente sonde en fait à venir comprendre la matière et donc à comprendre les lois fondamentales de notre univers. Notamment, on peut s'en servir pour comprendre ce que c'est que le chaos quantique, ce qui sert à rien, mais ça nous permet de savoir un peu plus sur l'univers dans lequel on vit. Puis ça, je trouve ça cool. Donc ça, c'était ma présentation. Puis j'aimerais vous dire juste une chose. Ça, c'est mon lab, puis mon équipe, parce qu'on travaille pas tout seul. Il y en a qui sont là aujourd'hui d'ailleurs. C'est que ma recherche, elle est financée par vos impôts pour ceux qui en payent. Donc, si vous voulez, ceux qui en payent pas se reconnaissent. Donc, si vous voulez visiter le lab, comme ma recherche elle est financée par vos impôts, il n'y a rien formellement qui vous empêche à faire ça. Donc, si vous voulez un jour visiter le lab, voir les frigos dont vous a parlé Souleya, vous avez juste à me contacter et ça se fait. Voilà. Une question? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, je me demandais, un bit en français, est-ce que c'est autre chose? Non, c'est le même mot. C'est pas octet? Non, un octet, c'est 8 bits. Ah, OK. Ouais. Donc, ma joke fonctionne pas. Ça serait pas qubit et en français coq pour cocktail. Ah, pas mal. J'y ai jamais pensé. Bonsoir, je suis probablement pas le meilleur payeur d'impôts pour votre travail, mais et très néophyte en question de quantique. Mais j'ai une question à savoir, j'écoute depuis tantôt vos deux prédécesseurs qui étaient excellents. Quelles sont les unités de mesure qui vous permettent d'aller, de quantifier et de mesurer toute cette évolution ou toute cette... je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai une idée. Alors, là, ce qui est dur, par exemple, c'est que moi, ce que je mesure, c'est un électron. Enfin, c'est ça qui rend ma job difficile, en fait. C'est que quand vous mesurez du courant, vous en mesurez un nombre incalculable, puis moi, il faut que j'en mesure un. Donc, en fait, la superposition, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, les choses sont dans deux états en même temps, mais nous, quand on mesure un des deux états. Donc, faut comprendre que c'est quand même un processus qui est nécessairement statistique. En fait, on vient le faire plein de fois, puis c'est comme ça qu'on comprend qu'il est dans deux états en même temps. C'est un peu compliqué, même pour nous, encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué à se figurer l'ampleur de la superposition, parce que quand on le mesure, je ne mesure pas 0 et 1 en même temps, je mesure 0 ou 1. Mais moi, ce que je mesure, c'est, dans le fond, c'est littéralement un électron qui se déplace. Et vous en faites pas une généralité, mais vous en faites par la suite une équation qui va... Exact, ouais. Oui? OK. En tout cas, je vais me coucher moins niaiseux, merci. Salut. Moi non plus, je paye pas de taxes. Je suis encore pauvre. Moi non plus, hein, donc... Ouais, c'est ça. Je suis comme toi, je suis en 4e année de doc, puis je travaille beaucoup avec les transistors, puis on soumet des circuits intégrés. Puis ma question, c'est comment tu mesures qu'il y a un électron entre les drains et la source du transistor? Moi, ça me fascine, si tu me dis une réponse. Alors, il y a deux manières. Soit tu peux vraiment... je suis désolé, je vais rentrer dans le jargon, là. Je m'excuse pour les autres. Soit tu peux... en fait, si tu filtres correctement là, et que tu amplifies correctement, tu es capable de mesurer le transport d'un électron, mais ça, c'est compliqué. En fait, ce qu'on vient faire, et c'est complètement de la triche, ça, ce que je vous ai montré, c'est pas mon qubit, c'est mon détecteur de charge. En gros, tu viens créer une autre boîte quantique à côté dans laquelle il y a un seul électron. Enfin, il y a plusieurs électrons, puis elles sont couplées. Et elles sont couplées capacitivement. Donc, s'il y a un électron qui se déplace de ton dot, ça vient changer ta conduction. Enfin, c'est juste, tu trouves des moyens de venir prober en amplifiant ton signal vraiment fort. Mais c'est pour ça que ça fait 4 ans que je galère. Super. Grosso modo. Ça marche, hein, je veux pas faire genre ça marche pas, ça marche. Mais ça fait 4 ans que je galère. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le quantum entanglement? Non, pas vraiment. Il n'y a pas d'intrication quantique, c'est vraiment juste, ils sont couplés, puis si tu as un détecteur à côté qui est capable de voir qu'il y a une charge qui se déplace, ça te suffit.
Nice, super. Je vais pouvoir dormir ce soir. Merci beaucoup. Mais si tu veux, on peut en discuter après. Il n'y a pas de souci. Donc, on y va. Ça va encore compter. On est rendu à combien de présentations? Combien? 4. J'ai 3 de la main. Non, on est... Il a dit 3? Il faut que tu refasses tes maths de deuxième année du primaire, David. Donc, 4e présentation. Il s'agit encore une fois d'un étudiant au doctorat en physique. Là, je sais que vous aimeriez peut-être voir la diversité, là, mais enfin bref, il va nous faire une présentation qui, elle, va être diversifiée. Pour le présenter, Luca Desopi est en doctorat en physique en co-titulaire à l'Université de Sherbrooke et l'Université de Sorbonne. Son projet de recherche porte sur les transitions de phase. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Son projet de recherche porte sur les transitions de phase quantiques dans les matériaux de basse dimensionnalité. Je me suis pratiqué pour prononcer ça. Je me félicite, j'ai réussi. Et sa présentation s'appelle « Comment j'ai appris l'art de chatouiller les électrons ». Merci de l'accueillir. Merci. Bonsoir tout le monde, je suis ravi d'être ici avec vous. Alors pour ma part, pour conclure cette soirée, je vais vous parler de mon sujet de recherche qui n'est ni appliqué, qui est très abstrait et qui n'a à peu près rien à voir avec l'ordinateur quantique, pour le coup. Oui, merci. Alors je vais vous parler pour ma part des transitions de phase quantique. Alors peut-être que vous vous demandez un peu ce que c'est qu'une transition de phase quantique. Alors d'abord, dans transition de phase quantique, il y a bien sûr transition de phase. Alors qu'est-ce qu'une transition de phase ? Eh bien, sachez que, mesdames et messieurs, vous êtes actuellement en train de boire une transition de phase. En plus de boire mes paroles, bien entendu. Prenez l'exemple de l'eau. L'eau peut être dans un état de la matière qui est solide. À ce moment-là, on appelle ça la glace, ou ce soir, les glaçons. Mais elle peut être également liquide. À ce moment-là, on appelle ça ce soir de la bière. Et donc un état de la matière, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un comportement macroscopique de constituants microscopiques, enfin, qui résulte de l'agencement de comportements, de composants microscopiques, donc les molécules d'eau par exemple. Et alors il se trouve que les électrons se comportent de façon collective, eux aussi, et donnent lieu à de nouveaux états de la matière, et c'est ce que je vais vous raconter ce soir. En fait, je vais vous faire le récit de mon voyage dans le monde des matériaux quantiques. Un récit de voyage donc. Alors comme vous avez pu l'entendre, je suis un de ces maudits Français. Donc j'ai commencé ma thèse dans mon laboratoire à Paris, à la Sorbonne Université, et donc j'étais dans le bureau de mon directeur de thèse qui me dit « Eh bien Lucas, dans ta thèse, tu vas étudier donc ce qui se passe dans les matériaux quantiques aux très très basses températures, et donc pour ça, je vais t'envoyer dans un endroit où on connaît très bien les basses températures, je vais t'envoyer au Québec. » Donc je prends l'avion, me voici arrivé au Québec. Alors j'arrive dans le bureau de mon directeur de thèse québécois cette fois-ci, et donc il me dit « Très bien Lucas, tu viens d'arriver, eh bien sache que je vais à nouveau t'envoyer en voyage. » Alors je me dis « Bon, très bien, je vais réserver le billet d'avion. » Mais là il me dit « Non, pas besoin de billet d'avion, Lucas. Pour ce voyage, tu n'auras besoin que d'un stylo. » Et oui, mesdames et messieurs, je suis un physicien théoricien. Donc ça veut dire que je voyage avec un stylo, je fais des calculs toute la journée, je remplis des centaines de pages de calculs. C'est mon métier. Alors, dans la salle, là, par exemple, qui connaît Big Bang Theory ? Oui, beaucoup de monde. Eh bien, je fais le même métier que Sheldon Cooper. Mais j'espère être un petit peu moins insupportable que lui, quand même. Alors, on arrive enfin, je fais des tas de calculs, et j'arrive enfin dans le monde des matériaux quantiques. Alors, à quoi ça ressemble ? Pour se le figurer, il faut commencer par tracer une grande ligne blanche. Mais ça n'a rien à voir avec la coke, je vous rassure. Quoi que l'on dise que la pratique de la physique théorique ait des effets un peu similaires, mais c'est encore une autre histoire. Alors, pour vous figurer ce qui se passe, j'ai tracé une ligne blanche parce que dans mon sujet de thèse, j'étudie les matériaux quantiques unidimensionnels, donc une seule dimension. Jusque-là, tout va bien. Dans ce matériau, il y a des atomes que j'ai représentés avec donc des petites billes.
Et alors, sur ces atomes se trouvent des électrons. Alors, Claude vous en a déjà parlé, les électrons possèdent plusieurs propriétés, donc essentiellement 4 propriétés. Tout d'abord, ils obéissent aux lois de la mécanique quantique. Donc, vous avez vu l'équation de Schrödinger que vous a présentée Renato. Donc, c'est la première propriété des électrons, importante. La deuxième propriété des électrons, c'est qu'ils possèdent un spin, comme vous l'a dit Claude. Donc, c'est essentiellement une propriété intrinsèque qui fait que les électrons peuvent être représentés comme ayant soit la tête vers le haut, soit la tête vers le bas, comme ceci. La troisième propriété des électrons, c'est que, voyez-vous, les électrons, ils ne s'aiment pas trop les uns avec les autres. En fait, on dit que deux électrons ne peuvent pas se trouver dans le même état quantique. Alors, dans les matériaux que j'étudie, comment ça se traduit ? Eh bien, ça se traduit par le fait que vous ne pouvez pas mettre plus de 2 électrons par atome. Et si 2 électrons se trouvent, par malheur pour eux, sur le même atome, l'un a la tête en haut et l'autre a la tête en bas. D'accord ? Enfin, la quatrième propriété des électrons, c'est qu'ils possèdent une charge électrique. Ça aussi, Claude vous en a parlé. Et donc, ça veut dire que les électrons se voient les uns les autres, ils interagissent. Et en fait, ce sont ces interactions qui donnent lieu au comportement collectif et aux phases quantiques. Donc, au total, si vous regardez le matériau quantique ayant une configuration quelconque, vous pourriez obtenir, par exemple, ce que je viens de représenter. Mais en fait, et là ça rejoint ce dont Souela vous a parlé, les matériaux quantiques aux basses températures ont tendance à s'ordonner. Et donc, si vous baissez suffisamment la température, typiquement, vous pourriez avoir ce genre d'état. Donc, vous voyez que les spins des électrons sont organisés de façon très régulière. Donc, c'est ça, un exemple de phase quantique. Mais comme je vous ai dit, les électrons interagissent les uns avec les autres. Et donc, en fait, vous pouvez représenter ça comme étant des petits boutons qu'on pourrait tourner. Donc, si vous changez l'orientation des boutons, vous changez les paramètres qui définissent les interactions entre les électrons. Donc, par exemple, là, vous voyez, le paramètre U, ce serait par exemple l'interaction entre 2 électrons lorsqu'ils se situent sur un même atome. Au contraire, le terme V, par exemple, ce serait le terme qui décrit l'interaction entre 2 électrons lorsqu'ils sont sur des atomes plus proches voisins. Donc, vous pouvez vous amuser à changer ces paramètres. Et en faisant ça, vous pourriez, par exemple, atterrir dans une phase quantique très différente. Seulement voilà, si vous me donnez simplement, vous arrivez à vous toquer à mon bureau, qui s'appelle d'ailleurs le service après-vente de physique théorique, si vous toquez à mon bureau, il faut que vous vous présentez en me donnant certains paramètres et que vous me dites, bon bah alors voilà, Lucas, dans quelle phase suis-je ? Je serai incapable de vous répondre comme ça. On ne peut pas le savoir. Et pour le savoir, il faut chatouiller les électrons. J'y viens. Alors, c'est quoi l'idée derrière le chatouiller les électrons ? Je n'ai pas choisi ce verbe au hasard. C'est exactement comme ça que ça marche, en fait. Bon, regardez, si je prends, par exemple, tout le public là devant moi, donc je vois à quoi vous ressemblez, je peux vous identifier. Donc, c'est un petit peu comme si j'identifiais vos paramètres microscopiques. Mais je ne saurais pas dire si vous êtes chatouilleux des pieds ou chatouilleux dans le cou. Vous êtes d'accord ? Pour ça, encore faut-il faire l'expérience. Donc, comment je ferais ça ? Simplement, je prendrais une plume. Et puis donc, je fais le test, j'en choisis un parmi vous, au hasard, je le chatouille sur les pieds. Alors, si jamais la personne ne réagit pas, je vais dire, très bien, sa réponse est faible, cette personne n'est pas chatouilleuse des pieds. Au contraire, si je la chatouille dans le cou et qu'elle répond très fortement, elle se met à hurler de rire, je vais dire, oui, effectivement, cette personne-là est chatouilleuse dans le cou. Donc, vous voyez que là, en fait, le matériau quantique, c'est un petit peu comme vous, un individu. La phase quantique, à ce moment-là, ce serait l'équivalent de la phase quantique pour un individu, ce serait de savoir s'il est chatouilleux des pieds ou chatouilleux dans le cou. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait avec les électrons. On a différentes façons d'aller chatouiller les électrons, c'est-à-dire d'appliquer une perturbation sur le matériau quantique. Et en fonction de la réponse du matériau, eh bien, on peut conclure dans quelle phase celui-ci se trouve. C'est comme ça qu'on fait. Alors, bien sûr, je vous ai décrit ce qui se passe de façon très imagée, mais dans la pratique, ce que je manipule, ça ressemble plutôt à ça. Quelques petites équations. Alors, la première équation signifie... Non, je ne vais quand même pas vous... Non, tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que le bloc de gauche, dans ces équations, décrit la façon dont les électrons interagissent les uns avec les autres. Tandis que ce que vous voyez en bas à droite décrit la façon dont les électrons interagissent avec la façon dont on les chatouille. Et enfin, la partie en haut à droite représente la réponse des électrons au chatouillis qu'on leur a appliqué.
Alors oui, je ne peux pas m'empêcher de vous expliquer, enfin, de vous dire le nom de de cette technique, ce qu'on appelle le groupe de renormalisation non perturbatif. J'adore ça. Alors quand on tourne la manivelle, parce que bien sûr là je ne résous pas ces équations à la main, j'utilise un ordinateur pour le faire. Donc on résout numériquement ces équations, et donc à la fin de la fin, on obtient vraiment ce que l'on veut absolument, c'est-à-dire le diagramme de phase. Donc vous voyez, ici on retrouve le paramètre U dont je vous ai parlé précédemment, le paramètre V également. Et alors, les différentes couleurs représentent différentes phases dans lesquelles peuvent se trouver les électrons. Elles portent des noms tous plus barbares les uns que les autres. Donc par exemple, TS, c'est pour supraconductivité triplée, SS, supraconductivité singulée, CDW, c'est pour onde de densité de charge, et puis SDW, onde de densité de spin. Je ne vais pas vous expliquer ce soir ce que ça signifie, mais tout ça pour vous dire que quand on vous parle des états de la matière, en fait, il y a tout un monde qui se cache derrière d'autres systèmes. Alors voilà pour ce tour d'horizon des phases quantiques. J'aimerais conclure sur une nouvelle perspective. Est-ce que vous savez ce dont il s'agit ? Oui, j'ai entendu ça, le LHC, effectivement. C'est-à-dire le grand collisionneur de hadrons. Vous savez, c'est l'accélérateur de particules qui se trouve au CERN, donc c'est à la frontière franco-suisse. Et donc là-bas, les gens font se collisionner des particules très fortes et ils étudient ce qui se passe aux plus hautes énergies, aux plus hautes températures. Contrairement à moi, moi j'utilise la matière. J'étudie la matière aux plus basses énergies, aux plus basses températures. Et alors là-bas aussi, il y a des théoriciens. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que bien qu'on travaille dans des domaines de la physique qui soient tout à fait opposés, eh bien, on utilise essentiellement le même langage que l'on appelle la théorie quantique des champs. Et alors, ce qui se passe, c'est que les théoriciens là-bas, eux aussi, ils chatouillent des choses. Sauf que eux, attention, ils ne chatouillent pas des électrons, mais ils chatouillent le vide. Mais alors, comment chatouiller le vide ? Alors ça, ce serait une toute autre histoire. Et donc, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Merci beaucoup. Merci. Hello. Merci beaucoup pour la présentation. Very nice. Merci, Luca. From an engineering perspective, I know theory is very far from the application. And I know maybe the answer is on cherche pas forcément de application du tout. Absolument. Ah, ok, merci. Oui, c'est la recherche fondamentale, absolument. Un intérêt intellectuel, essentiellement. Hey, je pense que je vais poser une question que tout le monde peut-être se pose. Mais comment on chatouille le vide en quelques secondes? Ah, comment on chatouille le vide? C'est essentiellement comme avec les électrons, mais avec le vide. Non, là, je ne vais pas dormir ce soir. Non, en fait, on peut chatouiller le vide, c'est un état quantique, ce n'est pas rien du tout. En mécanique quantique, on peut faire la différence entre le vide et le néant. Essentiellement, rajouter 2 caractères quand on écrit la chose. Okay. Donc, en fait, l'équivalent du vide avec les électrons, avec les électrons, le vide, ça correspond à l'état de plus basse énergie, avec un nombre d'électrons fixé. Avec le vide, là, dans ce cas-là, le vide quantique, c'est l'absence de particules. Mais on peut appliquer les mêmes techniques, c'est-à-dire on peut inventer ce qu'on appelle des champs sources pour venir perturber ce vide et créer des particules. Super, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Un bit en français, est-ce que c'est octet? Le retour. Donc un qubit, c'est un cocktet? Pardon? Je ne sais qubit pas. Ok, merci. Oui. Ah, est-ce que je vais chatouiller du coup? Surtout des pieds. Merci. Avec une plume, oui. Merci. C'est vrai, j'ai failli faire
envoyer le micro en plein sur la scène. Donc, vous savez encore compter, là, mais en nombre, l'arithmétique arabe, je ne sais pas comment appeler, là, mais des chiffres normaux là, qui ne sont pas comme des exposants x16 ou des trucs comme ça. Là. On a fait 4 présentations. Donc, c'est le temps des remerciements, mais on va avoir le quiz en pas long. Donc, je commence par vous remercier, vous, le public. J'ai pris le temps de compter. Vous êtes le deuxième plus grand achalandage de l'histoire de Bistro Brain avec 132 personnes. Donc, félicitations. Merci. On prend le temps également de remercier nos présentateurs et présentatrices, Claude, Lucas, Suela et Renato. Ah oui, comment j'aurais pu t'oublier? Merci à vous. Merci aux bénévoles de Bistro Brain. Oui, on peut s'applaudir. Merci aux bénévoles Bistro Brain pour ce soir. On avait Renato à l'accueil, on avait Patricia à l'accueil, mais aussi à la captation. On avait aussi 2 substituts, Christophe pour faire la deuxième partie à la technique, et on avait également Jorge qui était à l'accueil au début de la soirée. On remercie également l'équipe de service du Bloc et Bière, Andy et Léon, ainsi qu'Émile Bosboy. Merci. Et encore une fois, les commanditaires de la soirée, l'AGEG, l'Erendus, les fonds de recherche du Québec, le SAREUS, la FIRST, le vice-rectorat à la recherche aux études supérieures et l'Institut Quantique pour la belle collaboration de ce soir. On peut les applaudir, là. Donc, le code QR pour le quiz va s'afficher. C'est donc avec votre téléphone intelligent. Si vous ne l'avez jamais scanné de code QR de votre vie, bienvenue en 2023. Mais vous avez aussi la fonctionnalité sur votre appareil. Souvent, c'est des options avancées sur votre appareil téléphone. Si vous ne l'avez jamais fait, demandez à quelqu'un proche de vous. On vous laisse 10 minutes pour répondre. On vous rappelle que les prix sont premier prix, carte cadeau de 50 $ au Bloc et Bière. Deuxième prix, carte cadeau de 25 $ à la librairie indépendante Appalaches, juste à 2 coins de la rue. Et troisième prix, 3 consommations ce soir même de 13 onces au Bloc et Bière. Donc, on vous laisse 10 minutes. Et on vous souhaite une bonne chance pour le quiz.